Merci à tous. 2500 ans. Je ne vais pas remonter aussi loin, mais on va en effet partir dans l'histoire. Ce soir, ce qu'on avait pensé d'abord faire, c'est de vous inviter à faire un pas en arrière pour que, collectivement, vous puissiez faire un pas en avant. Yann Arlot, je suis docteur en histoire, spécialiste de la cathédrale de Reims, sur lequel j'ai consacré une thèse. Je suis consultant culturel au sein du cabinet Trait d'Union et je fais au quotidien des passerelles entre l'histoire et les problématiques d'entreprise. L'histoire. Je pense que tout le monde n'est peut-être pas à l'aise avec l'histoire. Ça semble un peu passiste. Et ce soir, je vais essayer de vous montrer qu'il y a en effet dans des histoires passées énormément de résonance et d'actualité avec les problématiques d'aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est de créer des analogies, des liens entre vos problématiques et d'autres problématiques, d'autres histoires de co-création, deux chroniques champenoises que j'ai choisies. La première sera consacrée à la cathédrale de Reims. Je vais vous replonger sur le chantier de la cathédrale de Reims en 1211, 800 ans. Le second sera consacré aux révoltes du Champagne et une révolte populaire en 1911. Deux chroniques, deux co-créations, et vous allez le voir, énormément de petits messages qui vont peut-être faire écho, faire résonance avec vous. Tiens, cela m'en fait penser à « et si je ?» Pourquoi pas? Des petites questions, les vôtres. Je vous fais vivre l'histoire et à vous de faire les résonances. Première histoire, donc le chantier de la cathédrale de Reims. Il était une fois. Je me rends sur le chantier de la cathédrale de Reims et je suis reçu par un compagnon tailleur de pierre, restaurateur sur le monument depuis 10 ans. Tous les deux, nous le connaissons bien. Moi, pour y avoir consacré une thèse, lui pour y avoir consacré une partie de sa vie. Je suis dans l'intellectuel, lui, on va dire, sur le côté artisanal. Je le dis très rapidement. J'arrive et il me pose une question. Qu'est-ce qu'une cathédrale ? Je pense qu'il n'a peut-être pas compris que j'avais fait une thèse sur le sujet. Je réponds, une église, le siège de l'évêque, un monument historique. Évidemment, je suis historien, j'en fais un peu plus. Et lui, il me dit, non, moi je vois autre chose. Pour moi, la cathédrale, c'est le H de l'homme. Les tours symbolisent l'idée, mais l'idée n'est rien si elle n'est pas connectée au cœur, à la rosace, le deuxième niveau. Et le troisième niveau, les portails, cette capacité de tous de se mettre en action. L'homme, le projet, l'idée, le cœur, les jambes. Il me pose une deuxième question. Je ne me démonte pas. Il me demande en quoi ça consiste de tailler la pierre. Je lui dis, on extrait un bloc de pierre et on va faire de manière un peu ordonnée un parallélépipède. Lui va continuer sur une parabole. Nous sommes en 1211 sur le chantier de la cathédrale de Reims et un homme vient visiter le chantier et il rencontre 3 tailleurs de pierre. Le premier, il s'adresse au premier, il lui demande qu'est-ce qu'il fait. Il lui répond, tu le vois bien, je taille la pierre. C'est comme ça que je gagne ma vie. Il s'adresse au deuxième, qui fait le même geste. Et ce deuxième lui dit, moi, je taille, beaucoup plus poliment, la pierre angulaire d'une arche. Il s'adresse au troisième. Et le troisième lui répond, moi, je suis tailleur de pierre et je bâtis une cathédrale. Le même geste. Je suis, je fais. Je suis ce que je fais ce que je suis. Et il continue. Si ces hommes n'avaient pas fait preuve d'audace, n'avaient pas été au-delà de ce qui était possible à l'époque, n'avaient pas voulu élever une cathédrale sans trop savoir comment ils allaient faire, sur 64 ans, entreprendre quelque chose que vous ne verrez pas fini, le projet n'aurait jamais abouti, et pire, le projet n'aurait jamais été conservé. Le monument serait resté, probablement abandonné par les générations suivantes. Qu'est-ce qui caractérise la création ou la co-création d'une cathédrale ? Le roi de France donne sa définition. Il n'y aura jamais de construction noble si l'architecte est ignoble. Et oui, l'humain. L'humain au cœur de cette cathédrale, et à mesure qu'il m'explique
sa perception des choses, nous arrivons à nous comprendre. Nous visitons le monument, nous admirons les voûtes, élevées à 38 mètres. Ces voûtes qui ont quand même résisté à la Première Guerre mondiale. Il continue ses explications, nous entamons un dialogue et en effet, nous commençons véritablement à échanger. Nous échangeons jusqu'au moment où nous arrivons au niveau du transept et nous allons regarder la rose nord du transept et il va m'expliquer ce qu'est pour lui cette cathédrale, cette rose. Cette rose, vous le voyez bien, c'est un ensemble, c'est une mosaïque de verre. Chaque morceau de vitrail doit se répondre les uns avec les autres. Mais une rose, c'est bien plus compliqué que ça. C'est-à-dire que vous avez des forgerons qui font les barlotières, les maîtres verriers, et bien entendu les tailleurs de pierre. La rose est encerclée dans un cercle de pierre. Si vous mettez votre expertise devant celle de l'autre, finalement vous lui cachez une partie de cette lumière. Donc cette rose symbolise cette transversalité, cette co-création qui est nécessaire pour qu'une œuvre soit créée et dure dans le temps. Compagnons qui partagent le même pain, c'est à ce moment-là que je comprends. Et pour finir sur cet écho, sur ces trois principes du compagnonnage, savoir, savoir-être, savoir-faire, je vous donnerai 3 citations, comme je vous l'ai dit, que j'espère qu'elles feront écho avec vous. Toute parole reçue que tu n'as pas transmise est une parole volée. Vous allez en recevoir des paroles ce soir. Transmettez-les. Ne pas s'asservir, ne pas se servir, mais servir. Ça, c'est pour les bénévoles Télix. Je bâtis pour les hommes, je bâtis avec les hommes, et ceux qui se voient le moins en faisant cela, je bâtis des hommes. Co-création, XIIIe siècle. 1911, seconde chronique, un exemple de co-création que vous connaissez bien, que nous aurons l'occasion de partager, le Champagne. Le Champagne, le territoire de la Champagne n'a pas toujours été aussi florissant que vous le connaissez actuellement. En 1911, il y a des terribles désordres qui vont provoquer l'intervention de plus de 20 000 soldats. Qu'est-ce qui se passe? Depuis plus de 25 ans, le phylloxéra ravage les vignes. Les vignerons champenois essayent de lutter contre la maladie, mais là, il va y avoir de terribles récoltes en 1909 et en 1910. En 1910, il n'y a quasiment aucune production de raisin. À tel point qu'un vigneron va mettre toute sa récolte dans une bouteille d'eau de vie. Une dame, Madame Hennequin, qui possède 1 hectare de vigne à Tincourt, va réussir à faire une tarte. Sauf que la production, la vente du champagne continue. Les débouchés continuent, le champagne continue à se vendre, à s'exporter à très bon prix. Les grandes maisons de négoce continuent donc à s'enrichir. Et en ces années de vaches maigres, il va y avoir une incompréhension entre les producteurs et les grandes maisons. Une grande incompréhension. Pour les grandes maisons, il va falloir lutter au maximum contre la fraude, puisque, en tant que pénurie, c'est plus simple de s'approvisionner en vin d'autres territoires français, donc la Touraine, l'Anjou. Donc, ces grandes maisons, les petits producteurs veulent lutter contre la fraude, créer la délimitation, l'appellation Champagne. Sauf que dans cette appellation Champagne, on va véritablement avoir un clivage. Chacun défend son propre clocher. Pour créer cette première appellation, on va garder la Marne et l'Aisne. Donc on va exclure du champagne viticole l'Aube. Évidemment, incompréhension, stupeur dans l'Aube, qui réclame sa réintégration. Pendant ce temps, les Marnais continuent à faire pression sur l'État, qui tâtonne, avance, recule. En avril 1911, l'incompréhension est telle que les vignerons donnent l'assaut et pillent un certain nombre de maisons de négoce accusées d'être des fraudeurs. L'incompréhension, vous voyez, aboutit à une révolte populaire. L'État règle le problème, dépêche 15 000 soldats dans la Marne, 5 000 dans l'Aube. À tel point que pour rentrer à Reims, il faut à partir de 5 km aux alentours présenter ses papiers. 4 régiments de soldats ont pris position à la ville de Reims. C'est véritablement une sorte de couvre-feu qui est instauré. Parallèlement, les Aubois manifestent, je disais en ordre plus ou moins, vous voyez,
ventre affamé, ils essayent de défendre leur position. On brûle en place publique un certain nombre, entre toutes les fiches d'imposition. Vous voyez, il y a une défiance vis-à-vis de l'État. Crise, défiance vis-à-vis de l'État. Pauvre République française, ta devise, F le camp, fous le camp. Vous voyez, il y a une certaine défiance qui va aboutir finalement à se repositionner, à réfléchir à une nouvelle forme de co-création commune. Les grandes maisons vont défendre l'excellence du champagne et véritablement l'art de co-créer, c'est-à-dire de se défendre contre les mauvaises appellations ou la concurrence, la fraude. Les petits producteurs, eux, vont se dire il faut maintenant reprendre en main notre produit. Donc il va y avoir un certain nombre de petits producteurs qui vont commencer soit à se grouper en coopérative pour produire leur propre champagne, soit à créer eux-mêmes leur champagne. C'est le cas maintenant actuellement. Vous avez bien compris, fallait-il tout casser pour en arriver là? Finalement, fallait-il une révolte, changer la donne pour réussir à aboutir à ce qu'est le champagne actuellement? Restons sur les chiffres. Actuellement, une centaine de grandes maisons possèdent à peu près, vendent 2/3 des bouteilles de champagne pour les 3/4 du chiffre d'affaires. Inexistant au début du XXe siècle, les petits producteurs ou coopératives ont dès lors 1/4 du chiffre d'affaires global. Donc il y a une nouvelle répartition et une nouvelle co-création qui permet finalement à ce qu'il y avait 30 millions de bouteilles produites en 1910, 300 millions actuellement. La défense a abouti à l'excellence d'un produit et une démocratisation. Et depuis, on va dire qu'entre les différents acteurs de la filière champagne, la concorde existe. Ce que je voulais finir sur ces deux exemples de co-création, c'est de se dire qu'il ne faut pas hésiter à oser. Oser faire preuve d'audace. Comment? D'abord, par une certaine concorde. Co-créer, comme les compagnons bâtisseurs des cathédrales, comme les vignerons champenois, il faut d'une certaine manière réussir à trouver une nouvelle voie. N'hésitez pas à essayer de trouver un modèle plus harmonieux, n'hésitez pas à oser faire les choses différemment. Vous voyez que par le passé, c'était possible, ça l'est tout autant actuellement. L'historien est un passeur d'histoire. Donc ce soir, j'espère vous avoir fait passer 2 histoires. J'espère que ces 2 histoires vous ont plu d'une certaine manière et vous permettront de voir et d'oser. Ces hommes ont créé, ont réussi quelque chose sur lequel maintenant nous vivons. Mais d'autres modèles sont encore possibles. Il faut savoir faire le lien entre passé, présent, et créer votre futur. Merci. Et puis, bonne plongée dans le 3.0.